Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Célia Dalmeda, je suis très heureuse de partager ce temps de discussion avec vous, un temps de discussion qui va nous permettre d'échanger sur des questions assez importantes. On va parler encore une fois de la collaboration entre les jeunes, les leaders communautaires en général, mais les leaders religieux en particulier, sur ce dialogue communautaire qui est développé et qui a vraiment pour objectif de permettre à ce que les questions de planification familiale et de la santé de la reproduction des adolescents soient des questions mieux comprises déjà, parce que c'est le premier goulot d'étranglement, mieux comprises, avec des tabous levés, avec des incompréhensions et des fausses idées qui sont corrigées, et avec une volonté affichée de tous les acteurs, eh bien, de permettre aux jeunes d'avoir tout simplement accès à des informations de qualité, avoir la possibilité de poser des choix responsables pour eux-mêmes, pour les autres, pour leurs pairs et pour leur avenir. Donc, merci à tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vois qu'on a 33 personnes présentes dans la salle. J'espère que d'autres pourront nous rejoindre par la suite. On va aussi, bien sûr, avoir la possibilité de poser des questions, soit directement en levant la main après le tour de table avec les panélistes, ou tout simplement en écrivant votre question dans le chat. On se chargera, bien entendu, de la ramener dans la salle ou d'y répondre directement dans le chat. Ces conditions logistiques étant posées, je voudrais à nouveau remercier les uns et les autres et demander à l'équipe technique du côté de PRB de nous permettre de visualiser en partage d'écran la vidéo introductive de notre débat. Notre région est à la croisée des cultures, des langues et des idées. Nos traditions religieuses d'une grande richesse font partie intégrante de notre identité et constituent des fondements solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour construire la paix et la prospérité. En nous projetant vers l'avenir, notre jeunesse constitue l'un de nos atouts les plus précieux pour assurer le progrès dans la région. Ces jeunes sont les futurs cultivateurs, enseignants, entrepreneurs, médecins, mères, pères et leaders de nos nations. En tant que membres influents de notre société, les chefs religieux ont un rôle très important à jouer pour encourager les jeunes et leur permettre de tirer pleinement parti des possibilités de s'épanouir. Les jeunes nous demandent de les conseiller. Comment pouvons-nous les guider dans un avenir de plus en plus incertain? Comment pouvons-nous les aider à prévenir les problèmes de santé qui pourraient être évités et à subvenir à leurs besoins personnels et vitaux? Les chefs religieux et les jeunes de la région partagent l'idée et s'assurer que notre jeunesse soit en bonne santé, bénéficie d'une bonne éducation et soit prête à contribuer à leur communauté est essentiel pour la stabilité politique et la croissance économique de la région. Le rôle de l'imam, c'est de débattre avec les jeunes et sur toutes les questions. Donc, on n'a pas de sujet tabou. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous collaborons avec des associations de jeunes dans le cadre de la sensibilisation. Il faut qu'il y ait une sorte de collaboration entre leaders religieux et jeunes parce que les leaders religieux détiennent l'information et les jeunes ont la capacité de mobiliser. Les jeunes et les leaders religieux partagent une vision en vue d'établir la prochaine génération de leaders qui feront avancer la région vers la sécurité et la prospérité. Les communautés confessionnelles et les organisations de jeunes peuvent être des alliés dans la préservation de l'avenir de notre région. La création d'espaces de dialogue ouverts et sans crainte de jugement entre les jeunes et les leaders religieux peut contribuer à rapprocher la région de cet objectif commun. Pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être des jeunes, promouvoir l'égalité des sexes et investir dans l'avenir de la région, les chefs religieux et les décideurs doivent
promouvoir un dialogue ouvert entre les jeunes et les leaders religieux afin d'améliorer la tolérance sociale et identifier des objectifs communs. Les jeunes sont notre avenir. Assurons-nous qu'ils soient soutenus pour grandir et prospérer et qu'ils puissent compter sur les chefs religieux pour les aider à devenir les leaders de demain. Il semble qu'on a eu un petit problème technique. Il semble qu'on ait un petit problème technique, n'est-ce pas, Marissa? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. OK, je crois qu'on a eu un petit souci, Allô? la vidéo n'est pas arrivée à terme. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut réagir? Est-ce que Dr Koudaogo, vous êtes là? Vous nous entendez? Moi, je vous entends. On vous entend, Célia. OK, très bien, très bien. Bon, on va poursuivre. Hein. Je pense qu'on a eu un petit souci technique en ce qui concerne la vidéo. Donc, on va poursuivre. Je voudrais saluer et dire infiniment merci à tous les panélistes qui nous font le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Je les présenterai au fur et à mesure qu'on évoluera dans notre discussion. Mais sachez que nous avons un représentant des leaders religieux. Nous avons le Cheikh Oumarou Malham Bachir, qui est président de l'Alliance des religieux de l'Afrique de l'Ouest pour la santé et le développement, président de l'Alliance des leaders religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire. Nous avons Mme Marlène Walita Kenom, qui est présidente d'ONG au Bénin. Nous avons le Dr Koudaogo Ouedraogo, qui est le représentant UNFPA en Centrafrique. Nous avons Mme Hayat Ayeva, qui est jeune ambassadeur ou ambassadrice, je ne sais pas, SR, planification familiale, au niveau du Togo. Et nous avons M. Aliou Diop, qui est le président de l'association des gestionnaires pour le développement AGD en Mauritanie. Donc, vous voyez qu'on a une couverture géographique assez vaste pour pouvoir couvrir ces questions qui, somme toute, sont assez universelles, hein, même si les réalités diffèrent d'un pays à l'autre. On va donc commencer notre débat et je voudrais, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la présentation de la vidéo, mais je voudrais commencer par donner la parole à Mme Hayat Ayeva, qui nous rejoint depuis le Togo, qui est donc jeune ambassadrice sur les questions de santé, de la reproduction et de planification familiale. J'aime bien son CV. Je lis militante à vie, SRPF VBG. Elle est promotrice de la solution Hayat. Elle a travaillé avec l'UNFPA, avec l'Association togolaise du bien-être familial, jeune leader, évidemment, membre du think tank Jeune PO de Amnesty International. Elle est poétesse, etc. Donc, on est très ravis de vous avoir avec nous, Madame Ayeva. Je voudrais vous demander un peu de nous donner une idée de la situation au Togo, justement, sur l'accès de jeunes aux informations, aux services liés aux questions de santé, de la reproduction et de planification familiale, et aussi sur la collaboration, si elle existe, entre les jeunes, les leaders communautaires, y compris, à commencer par les leaders religieux, et nous faire un peu avoir une idée, un aperçu de la situation chez vous. Donc, Madame Ayeva. Merci beaucoup. Je crois que ça bug, mais vous m'entendez? On vous entend. D'accord. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous et de partager également l'expérience du Togo en matière de collaboration entre les leaders religieux et les jeunes. Alors, il faut noter que la population togolaise est estimée à environ de 8 millions d'habitants et plus de 60% de la population est moins de 25 ans. Et cette jeunesse, comme nous le savons très bien, est activement sexuelle et est confrontée à des problèmes sociaux et sanitaires en matière de santé reproductive et planification familiale. Et en matière d'accès et d'utilisation durable de la contraception par les jeunes au Togo, le Togo a quand même développé une approche multisectorielle
qui prend en compte les acteurs du système éducatif, les acteurs du système sanitaire, judiciaire et bien sûr les acteurs des collectivités locales. Et parmi ces groupes ou parmi ces collectivités locales se trouvent les leaders religieux dont l'objet est notre discussion aujourd'hui. Et nous avons compris également qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler seuls. Il est très important de pouvoir impliquer ces leaders religieux parce que ces leaders religieux sont des éclaireurs de la population. Ils sont plus également écoutés au cours de leur prêche, autant pour moi. Et l'atout majeur dont nous disposons aujourd'hui au Togo, c'est l'existence de l'ACRTSD, qui est l'Association des confessions religieuses du Togo pour la santé et le développement, sur lesquels nous nous appuyons pour interagir et collaborer avec les leaders religieux. Donc, vous convenez avec moi que ces leaders religieux jouent un rôle très important dans la communauté et nous n'hésitons vraiment pas, en termes de collaboration, à les impliquer dans nos travaux, dans nos réunions, en faisant des plaidoyers, bien sûr, à leur endroit, qui est très pertinent, en renforçant également les capacités de ces acteurs à travers l'information, l'éducation et la communication pour le changement des comportements, en faisant également des activités typiques que nous faisons habituellement, en les parlant surtout davantage de la contraception dans la vie des jeunes, puisqu'on se dit que les jeunes sont les futurs leaders de demain, donc ils sont le présent et l'avenir. Il est très important que cette jeunesse, bien sûr, puisse être en bonne santé. Voilà un peu au Togo, en matière de collaboration avec les leaders religieux, ce que nous faisons. À vous. Merci beaucoup, Madame Ayeva, pour cette mise en bouche que vous nous permettez de faire avec ces informations sur ce qui se passe au Togo. Hein. J'ai juste envie de vous garder une seconde. Vous avez parlé d'activités de plaidoyer, d'actions de formation également envers les leaders religieux. Quel est l'accueil qui vous est fait? Est-ce qu'en général, c'est quelque chose qui est bien reçu ou il y a encore des réticences et vous devez pousser les choses encore plus loin pour vous faire entendre? Il y a encore des réticences. Il y a encore des réticences. Vous savez que surtout, nous sommes dans un milieu, quand je prends l'Afrique tout entière et en particulier au Togo, nous sommes dans un milieu où la sexualité est taboue. Déjà, aller parler même du cycle menstruel, aller parler encore des méthodes contraceptives, de la contraception chez les jeunes au niveau de ces religieux, vous voyez que c'est vraiment difficile. Mais néanmoins, aujourd'hui, il faut s'en féliciter parce qu'avant, la situation ou la collaboration des leaders religieux et les jeunes n'était pas vraiment très complémentaire. Mais maintenant, ils sont en train de comprendre avec la mise en place de la collectivité, de l'association des confessions religieuses qui est là. Ils essaient quand même de pouvoir comprendre l'aspect ou l'importance de la planification familiale ou de la contraception chez les jeunes. Il y a encore quand même de la réticence, mais je crois que nous avons eu des avancées en matière de cela et nous comptons quand même améliorer cette collaboration avec eux. D'accord, très bien, merci beaucoup, Madame Ayeva. Je présente mes excuses aux aînés qui sont dans le chat d'avoir commencé en donnant la parole à la plus jeune, mais il me semblait important de justement lui permettre de nous donner une idée de comment est-ce que les jeunes eux-mêmes conçoivent la situation, comment est-ce qu'ils la vivent et comment est-ce qu'ils agissent et interagissent avec les autres acteurs de sorte à pouvoir avoir un minimum de capacité d'action pour influencer ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais à présent me tourner vers le Cher qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, cher El Oumarou Mohamed Bachir. Vous êtes théologien, islamologue, consultant indépendant en islam et développement. Et la jeune leader a dit tout à l'heure qu'au Togo, il existe une organisation de leaders religieux avec lesquels il travaille. Je voudrais donc vous demander, cher, quelle est la situation au niveau du Bénin? Comment est-ce que les leaders religieux travaillent à améliorer l'accès à la contraception, particulièrement pour les adolescents et les jeunes, parce que je sais que c'est un véritable défi quand on est un leader religieux
de réussir à parler de ces questions-là tout en restant dans le cadre de la religion. Donc, salam alaikum et vous avez la parole. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Je parlerai plutôt de l'Afrique de l'Ouest en général parce que je suis le président de l'Alliance des religieux pour la promotion de la santé et le développement, et aussi du cas du Niger, parce qu'il y a la sœur du Bénin qui est là, qui est Marlene. Alors, tout ceci dit, la question de la sexualité, comme l'a dit la sœur qui m'a précédé, est un cas tellement tabou en Afrique. Mais en réalité, nous avons su, nous, en tant que religieux, engagés pour la question de la santé de la reproduction et de la planification familiale en particulier, on a su gérer cette question d'une manière très éloquente. Premièrement, c'est une question de changement de comportement. Et ce changement de comportement est de longue haleine, mais cela ne nous a pas empêché de nous mettre en association pour pouvoir appuyer l'État et les organisations internationales qui le désirent dans la lutte contre la mauvaise interprétation de textes religieux et la mauvaise tradition aussi de textes religieux, du fait que en réalité, c'est ce qui gangrène le problème de la santé de la reproduction. Alors, grosso modo, au Niger, on a de ce problème. Mais on a su aussi, tel que je l'ai dit précédemment, concevoir des outils qui nous ont permis de sensibiliser, de former et d'informer la population en général sur ces concepts. Aussi, nous avons aussi su appuyer les jeunes à avoir aussi leurs argumentaires par rapport à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. On a intitulé Argumentaire harmonisé chrétiens et musulmans. Ainsi, donc, à chaque occasion, nous intervenons soit dans nos lieux de culte, tels que qu'on a reçu des appuis par d'autres organismes qui nous ont appuyés à le faire, mais aussi pendant les occasions sociales, aussi dans un cadre strictement éducatif, du fait que nous avons des écoles, nous avons des écoles dans les églises, et nous avons su nous mettre en organisation pour pouvoir gérer cette question de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef, pour... Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ok, merci beaucoup pour cette introduction, en tout cas qui nous permet de comprendre qu'il y a une véritable prise de conscience des leaders religieux qui se posent finalement en partenaire, des jeunes, des organisations internationales ou nationales qui travaillent dans ce sens-là, mais aussi de l'État. Je rappelle que ce webinaire fait partie d'une série au cours desquelles nous parlons avec différents acteurs et on voit qu'il y a une réelle volonté, même si, comme vous l'avez dit, cher, ce sont des questions qui sont encore dans le domaine de l'intime, du personnel, des convictions religieuses, et donc qui sont difficiles à aborder pour amener un véritable changement de comportement. Je vais me tourner à présent vers Madame Kenom. Madame Kenom, qui est présidente de l'ONG Allo Bénin et chargée adjointe de la formation et de la mobilisation sociale au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, Madame Marlène Juanita Kenom. Le chef le disait tout à l'heure, les rôles sont finalement un peu partagés. Je voudrais savoir comment est-ce que les organisations de la société civile, et particulièrement la vôtre, agissaient et comment est-ce que vous réussissez à avoir de la synergie, à harmoniser vos actions pour atteindre les résultats qui sont, comme je le rappelle, réussir à avoir des services, des informations de qualité à mettre à disposition des jeunes et des femmes en ce qui concerne les questions de santé de la reproduction et de la planification familiale. Madame Kenom, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. Merci et bonjour à tous et à toutes. Pouvez-vous augmenter le volume de votre micro, s'il vous plaît? Augmentez le volume de votre micro, s'il vous plaît. Allô, vous me recevez? C'est mieux, voilà, parfait, merci. Voilà. Alors donc, je disais tantôt que déjà, je suis ici d'une plateforme des structures religieuses qui brasse la religion endogène, la religion islamique, et judéo-chrétienne.
du Bénin. Alors, c'est une plateforme qui sert d'interface pour la concertation et l'échange entre elles, le gouvernement du Bénin et les différents partenaires techniques financiers intervenant dans le domaine de la santé. Alors, cette plateforme est initiée suite à l'engagement des confessions religieuses pour la promotion de la planification familiale à travers des projets. Ainsi, au Bénin, les leaders religieux chrétiens contribuent à l'amélioration de l'accès à la contraception pour les adolescents et les jeunes, principalement grâce à l'information rendue disponible à travers les prêches, les séances de counseling individuel. Il est important de souligner que seuls les jeunes et les adolescents sexuellement actifs et surtout les couples sont nos principales cibles. Car lorsque l'abstinence n'est plus possible, et surtout pour les couples qui désirent avoir des informations concernant la contraception pour pouvoir espacer leur naissance, il est important pour nous de les informer. Et donc, nous les accompagnons et nous les orientons aussi vers les agents de santé pour choisir leur méthode contraceptive. Alors, donc, voilà ce qui est fait au Bénin. Et surtout, par rapport aux religieux, nous abordons plusieurs angles de cette approche pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à la contraception. Déjà, nous initions les dialogues parents-enfants, d'accord? Nous utilisons les dialogues parents-enfants pour mieux communiquer avec les enfants, avec les jeunes, afin qu'ils prennent conscience de leur avenir et qu'ils fassent le bon choix. Voilà un peu ce que nous faisons actuellement. Merci, Madame Kenom, pour ces explications et ces exemples concrets de ce qui est fait pour permettre de créer le dialogue, de créer des cadres d'échange, de permettre aux uns et aux autres de pouvoir se parler et d'avoir accès à une information de qualité en ce qui concerne les questions de santé, de la reproduction et de la planification familiale. Je voudrais à présent me tourner vers les partenaires techniques et financiers. Je vais dire ça ainsi. Nous avons la chance d'avoir avec nous le représentant de l'UNFPA au niveau de la Centrafrique, M. Ouedraogo Ouedraogo, qui est avec nous. Je voudrais lui demander justement quelle analyse il fait de cette collaboration avec les différentes communautés, à savoir les communautés musulmanes, les communautés chrétiennes et autres, et les jeunes, et comment est-ce que, en tant qu'acteur, UNFPA, mais aussi les autres en général, parviennent à favoriser cet accès aux contraceptions, parce que c'est encore une question taboue, et dans les religions, parler de contraception à des jeunes qui ne sont pas dans les liens du mariage, par exemple, est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé. Monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup. Je suis désolé de ne pouvoir joindre que maintenant, donc je vois que j'ai raté plein de parties intéressantes de la discussion. Mais pour peut-être ne pas perdre plus de temps et répondre à votre question, j'allais dire que bien sûr que nous observons aussi la dynamique entre différentes communautés chrétiennes ou musulmanes et les jeunes, qui sont les jeunes de tous les pays, en Afrique de l'Ouest en particulier. Et je constate qu'il n'y a pas un mécanisme qui fédérerait les différentes approches des communautés religieuses. Disons qu'on a rarement et difficilement une discussion déjà entre les chrétiens et les musulmans, parce que c'est très, très voisin de la discussion sur la foi. Et là, comme la foi ne se discute pas, on laisse chacun faire ce qu'il peut ou veut, à la limite, au niveau de la jeunesse. Cette jeunesse, c'est une population, je l'ai dit l'autre fois, n'est pas homogène. Malheureusement, on y va avec des discours d'inspiration islamique ou des discours d'inspiration chrétienne, parfois eux-mêmes en petite contradiction, et ces jeunes-là doivent trouver leur voie quand les adultes représentés par les leaders religieux ne parlent pas eux-mêmes le même langage. Donc, vous voyez qu'un chrétien qui est catholique, par exemple, qui opte pour pas de mariage,
pas de sexe, tout ça relevant du péché et donc relevant de la profanation des lois divines, cela suppose que les jeunes doivent s'abstenir et s'abstenir surtout. Ensuite, si vous allez de l'autre côté, les musulmans, on en a parlé l'autre jour, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Et là aussi, ce n'est pas toujours évident parce que les pulsions sexuelles de l'adolescence jusqu'à un certain âge ne sont pas toujours bien gérées et il n'y a pas d'éducation sexuelle communément acceptée par les deux religions ou arbitrée par l'État pour que les jeunes puissent avoir plus facilement accès à la contraception. Malheureusement, on observe un peu partout des initiatives par groupes religieux et ou des initiatives quand on veut essayer, c'est pas à travers l'éducation sexuelle complète promue depuis longtemps par les guides et principes publiés par l'UNESCO et qui ont de la peine à trouver leur voie dans nos pays parce que l'État a peur de faire face aux groupes religieux et que personne finalement ne donne une seule voie à suivre, mais plusieurs voies à suivre. Vous voyez un jeune qui se pose beaucoup de questions, qui se retourne vers les leaders religieux, politiques ou vers l'État et qui peine à trouver une réponse claire et nette. Ce n'est pas là où nous trouverons les facteurs qui favoriseront justement l'accès des jeunes à la contraception. Comment on juge un jeune dans son quartier qui fréquente un centre de planification familiale que certains n'aiment même pas utiliser comme mot quand il s'agit des jeunes, puisqu'ils n'ont pas de famille, qu'est-ce qu'il y a à planifier? C'est un exemple concret que chacun a pu vivre dans sa communauté. Donc voilà que je ne vois pas comment ça favorise l'accès des jeunes à la contraception. Eux qui ont beaucoup de questions sur leur changement dans leur organisme, dans leur sexualité, et qui ne trouvent pas une réponse univoque ou acceptée. Donc pour moi, ça pose beaucoup de problèmes, y compris des prestataires qui jugent. Toi, à ton âge là, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ce sont autant de choses que chacun des panélistes et peut-être ceux qui nous écoutent ils peuvent témoigner et qui ne facilitent pas du tout l'accès des jeunes à la contraception. Que l'on le mesure à l'aune de la prévalence contraceptive au milieu des jeunes, que l'on veuille voir comment la sexualité est débridée, qui produit des grossesses prématurées, enfin des grossesses précoces, des enfantements ou des avortements clandestins, on se trouve toujours avec le même problème. Et nos États n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités pour arbitrer et prendre, j'allais dire, le juste milieu dans l'intérêt des jeunes qui sont proclamés être le pilier de la nation, le fer de lance du développement, mais à qui on ne donne pas vraiment de chance de se protéger contre les effets néfastes de la sexualité débridée. Voilà un peu moi ce que je pourrais dire. Bien sûr qu'il y a des données. Pourquoi vous avez parlé de données ou bien je n'ai pas bien entendu? Non, pas encore, on n'y est pas. Ça va être le deuxième round de questions justement sur l'utilisation des données. Mais justement, on y va avec vous, donc parlons-en. Vous nous dites qu'il n'existe pas de réelle harmonisation des actions, oui. Et y compris au niveau des organisations, qui chacune travaille dans son coin, chacune cherche à avoir sa visibilité, ses résultats, son impact, mais pas réellement une vraie mise en commun, une vraie synergie pour qu'on puisse capitaliser de manière positive ce qui est fait. Est-ce que la mise en avant des données, justement, l'utilisation de ces données-là peut contribuer à donner du poids aux arguments et arriver à cette synergie d'action, voire à embarquer, à avoir l'adhésion d'acteurs qui, au départ, ne sont pas forcément ceux de première ligne? Oui, en principe, je pense que les données peuvent être une base de travail. Seulement, il faut aussi questionner les données, de mon point de vue, et de quelles données nous parlons. Si ce sont les données que nous dérivons de EDS, de MIX, peut-être moins sur le recensement ou d'autres sources de données, de grandes analyses, de grandes enquêtes, on peut s'inquiéter qu'on s'arrête à des données chiffrées quantitatives plutôt, et qui ne vont jamais du côté
qualitatif, parce que si on dit en Centrafrique, 25% des adolescentes contribuent à la fertilité. Je prends ça comme ça. Je peux déjà commencer à vouloir utiliser en me disant il faut absolument de la PF pour que ce niveau-là baisse. Mais est-ce que j'ai répondu à la question de pourquoi on a autant de jeunes gens qui sont contributives des jeunes adolescentes qui sont contributrices au niveau de fertilité élevé, qui est de l'ordre de 6,4 par femme. Donc, je me dis que nous n'allons pas au bout des choses. Parce que si on se penche sur la communauté, on voit par exemple que ce n'est pas arbitraire, c'est un choix qui est fait. Mais on se dit, on parle aujourd'hui de la communauté chrétienne, la communauté musulmane, on laisse de côté les traditionnalistes. Or, ils ont une influence. Les croyances traditionnelles ont une influence. Ça veut dire quoi pour un vieux assis au village de constater que son enfant est sexuellement actif, ne lui fait jamais d'enfant, ou bien qu'il a une femme, son enfant, il a une belle fille qui utilise la contraception parce que son mari est loin ou son mari est parti en ville. Est-ce que lui, son interprétation dans les relations femmes-hommes, dans les relations de genre, n'est pas autre? On ne s'est jamais penché sur ces choses-là. Il y a ça, c'est un. Deux, on n'a pas beaucoup creusé la gestion des effets secondaires de certains de nos contraceptifs. C'est comme si c'était une négation totale. Alors que les gens, c'est leur vécu. Si je dis ça me fait grossir, au lieu de me dire c'est faux, cherche à comprendre quelle est la nature du problème. Et puis, un individu n'est pas une statistique. Vous me dites, je dis ça me fait grossir, vous dites non, dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai grossi, je veux une réponse claire à ma situation. Donc, si nous n'arrivons pas à travailler sur ça, vous pouvez prendre dans nos différents pays beaucoup de sages-femmes qui n'ont pas la capacité de gérer les effets secondaires des contraceptifs qu'elles appliquent. Quand vous avez des sages-femmes qui sont au devant et qui ne peuvent pas le faire, qui d'autre? Ne parlez pas des agents de santé communautaires qui distribuent simplement pour le faire. Donc, moi, je suis d'accord pour les données, mais ajoutons aux données quantitatives les données qualitatives. Qualitatives. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Voilà, oui. Merci beaucoup, Dr Ouedraogo. Merci beaucoup pour cette... Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour donner la parole à présent à M. Aliou Diop. M. Diop, qui est le président de la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale en Mauritanie, l'association des gestionnaires pour le développement. Je viens vers vous parce que vous avez un master en suivi et évaluation des projets. Et donc, la question des données est quelque chose que vous connaissez bien. En plus, vous êtes un membre de la société civile, vous travaillez pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc, l'utilisation de données en termes de plaidoyer, etc., le docteur Ouedraogo vient de dire tout à l'heure qu'il faut savoir quelles données utiliser. Donc, je voudrais savoir, vous, quand vous faites vos questions de promotion, vos plaidoyers pour la promotion des droits, etc., quel est le type de données que vous utilisez et comment est-ce que vous les utilisez pour que ça ait de l'impact pour l'information communautaire et pour le changement de comportement au niveau des communautés, des jeunes, des leaders communautaires, etc. Monsieur Merci beaucoup, madame. Merci. Merci aussi à Dr Ouedraogo d'avoir éclairé un peu la situation. Effectivement, nous nous appuyons sur les données pour élaborer des interventions, des stratégies que nous menons au niveau du terrain. Mais les données que nous utilisons le plus souvent, c'est des données officielles. Et comme vous le savez, dans nos pays, dans notre région, souvent, les données ségrégées qui prennent en compte des situations spécifiques dans certains endroits manquent beaucoup. On a toujours les données EDS, on a les données mixtes qu'on utilise, mais c'est des données qui sont souvent manquantes. Et la vraie question, c'est que la population, déjà, elle a une croyance qui est là, qui est blindée. Et souvent, c'est seulement les connaissances religieuses
qui sont mises en avant. C'est l'interprétation en fait de la religion. Toutes les données que vous devez présenter, que vous allez présenter à ces communautés, ils vont voir ça comme étant une façon d'influencer un peu leur croyance et leur position. Donc, c'est pourquoi les données que nous allons présenter devant la communauté pour argumenter doivent être déjà des données fiables, quoique ces données ne vont pas beaucoup faire changer tout de suite les comportements des communautés. Ces communautés sont confrontées à de vrais problèmes qu'ils observent et que c'est des problèmes aussi qui sont liés à un certain nombre de pratiques. Souvent, certaines femmes ou filles dans l'utilisation des méthodes contraceptives ne vont pas au centre de santé. Ils prennent des médicaments, les moyens de contraception avec sous le conseil en fait d'une amie, d'un collègue, et qu'arrivé au centre de santé, comme disait tout de suite M. Ouedraogo, on ne répond pas exactement à sa préoccupation, c'est-à-dire le problème d'effet secondaire que la femme est en train de voir. On a comme l'impression, on veut tout faire pour faire passer que la planification familiale, les méthodes contraceptives sont la meilleure chose et qu'il n'y a pas de problème, alors que la femme elle est confrontée à un problème concret qui est là, à des effets secondaires qui sont concrets, qui sont là et pour lesquels il n'y a pas véritablement des recherches, il n'y a pas véritablement des données qui nous permettent de façon scientifique vraiment de prendre en considération les préoccupations de ces populations. Et si les problèmes se posent comme ça et qu'on n'a pas de données, qu'on n'a pas d'informations qui nous permettent d'étayer les réponses qu'on donne à ces femmes quand elles sont confrontées à des problèmes, notre volonté d'accroître les taux de prévalence contraceptive va se voir sapée parce que ça va renforcer les bénéficiaires dans leur conviction que toutes ces méthodes qu'on est en train d'utiliser, ce pas des méthodes qui sont efficaces, ce pas des méthodes qui leur permettent, en tout cas, d'avoir une meilleure santé. Au contraire, c'est des méthodes qui vont dégrader un peu, en quelque sorte, leur santé. Donc, c'est vraiment problématique, ces questions de données et sur quoi on a des données et quelle est la nature de ces données. Est-ce qualitatif, est-ce quantitatif? Ça pose vraiment un problème. Mais sinon, dans nos interventions, nous nous limitons souvent dans les données qui sont officielles, les données des EDS, les données des enquêtes qu'on fait ici et là, qui sont donc déjà validées par le gouvernement. Mais j'avoue que ces données souvent ne vont pas très loin pour apporter les questions appropriées aux problèmes auxquels la communauté est confrontée en matière de santé, pour aussi essayer de faire une balance sur les doutes que la communauté est sur le bien fondé, en tout cas, de toutes ces politiques de santé qu'on est en train de dérouler pour la capture de la dividende démographique pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à ce point, à ce stade de la question. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Je vais me tourner vers le chef. J'espère qu'il est toujours avec nous. On parle maintenant d'utilisation de données. Docteur Koudaogo Ouedraogo avait parlé des données issues de statistiques officielles, hein, qui souvent sont très, très compactes, pas forcément faciles à exploiter. Je voudrais savoir si déjà vous, au niveau du travail que vous faites, vous utilisez des données, des chiffres, des informations comme celle-là pour appuyer vos plaidoyers et est-ce que cela vous semble un moyen efficace pour parvenir à faire passer les messages? Oui, je suis là. Alors, au début, ça a été un peu difficile, mais actuellement, au fil du temps, nous avons su mettre ces statistiques de l'État à notre disposition pour pouvoir argumenter l'ampleur des contextes par rapport, par exemple, aux mortalités infantines et maternelles, par rapport aux divers fléaux qui découlent de cette pratique du mariage, à titre d'exemple, le mariage d'enfants, l'avortement, n'est-ce pas,
etc. Alors, nous utilisons ceci, même si, tel qu'a dit Alio, parfois nous avons un problème avec les statistiques. D'autres pensent que ce sont des statistiques erronées, élaborées ou planifiées par l'État. Et parfois, dans nos pays, il y a le retard même de la mise à jour des différentes statistiques. Alors, tout ceci ramassé, nous les utilisons, certes, pour pouvoir indexer et doiter la réalité du contexte que vivent les femmes et les enfants dans nos pays. Aussi, pour revenir un peu derrière, il y a le représentant de l'UNPA qui en a un peu évoqué, oui, de très important. Ce sont les argumentations que je voulais un peu parler. En fait, nous, par exemple, quand vous prenez au Niger, auparavant, c'était un refus catégorique dans les années 80. On refusait, parler de la planification familiale, c'est parler de la limitation de naissance, parler de la planification familiale, c'est parler du martialisme, etc., etc. Mais au fil du temps, on a atteint un certain stade d'argumentation. Et les protagonistes et les antagonistes, chacun propose à la population et à travers ses prêches, ses arguments. Et maintenant, actuellement, nous sommes dans un stade de débat, là où en réalité, il y a une petite porte qui a été ouverte au dialogue interreligieux. Intra et interreligieux. Entre nous autres religieux, on arrive maintenant à se dire que voilà mon point de vue, voilà mon point de vue, ensemble, chacun, même s'il tire sa couverture de son côté, quand même, améliore la compréhension de. D'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de questions dans les. Entre nous et les chrétiens, je pense que telle question a ses spécificités par rapport à la foi. Oui, allô? Allez-y, allez-y. Allez-y. Allô? Oui, à chaque confession, sa spécificité par rapport à la foi. Une question de foi, oui, c'est vrai, mais en réalité, nous, par exemple, on dirait avec les chrétiens et les catholiques et les protestants, on a atteint un certain stade de pouvoir mettre en place des comités interreligieux dans les régions et au niveau national aussi. Mais cela n'a pas empêché que dans ces comités, qu'il y ait diversité d'avis. Mais on a su aussi, à travers ceci, gérer cette question dans un cadre spécifique des religieux engagés pour la promotion de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. C'est dans ce cadre-ci qu'on a su faire beaucoup d'activités. Je vous ai parlé un peu du dialogue intergénérationnel entre le volet traditionnel, le volet âgé et les jeunes. Et entre les pères, entre les jeunes eux-mêmes et entre les jeunes de différentes confessions. Si vous prenez par exemple, à titre d'exemple, une association que je gérais, les jeunes, quand vous les trouvez, vous ne pouvez pas distinguer qui est chrétien et qui est musulman. Ils parlent d'une seule voix pour la recherche de solutions à ce fléau qui est les grossesses rapprochées, n'est-ce pas, le mariage d'enfants, n'est-ce pas, la sexualité précoce, tout ceci. Alors, ce sont des thématiques qui sont développées à travers des formations, des informations, des plaidoyers, des dialogues. Alors voilà, mais en réalité, nous utilisons les données parce que dans les données, il y a une qui va la compréhension de la population par rapport au danger dont on dirige par rapport aux mauvaises pratiques que nous faisons qui concernent la natalité et le mariage précoce. D'accord. Merci beaucoup, cher. Je voudrais demander à Madame Aeva, avec laquelle nous étions depuis le départ, qui est militante, donc jeune leader sur ces questions-là. Aujourd'hui, on vient d'entendre les différents intervenants sur cette question d'utilisation, déjà d'accès à des données. On a entendu là qu'en général, elles ne sont même pas actualisées. Donc, effectivement, pour 2022, vous pouvez vous retrouver des données de 2016, de 2003, avec lesquelles vous devez travailler. Est-ce que c'est un défi aussi pour vous, en tant qu'acteur, d'avoir premièrement des informations, des données de qualité, et deuxièmement, de pouvoir les utiliser pour illustrer, par exemple, les défis quand vous faites des actions de plaidoyer? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Aeva. Oui. D'accord. Les données sont très importantes. Il faut noter que les données sont très, très importantes aujourd'hui pour l'amélioration du dialogue intergénérationnel, bien sûr, le dialogue entre les leaders religieux et les jeunes. Parce que mes prédécesseurs l'ont dit, ces données permettent de présenter la situation, par exemple, globale en matière de santé, des problèmes également auxquels
les jeunes sont confrontés, d'élaborer également des documents stratégiques qui nous permettront de faire la mise en œuvre des activités. Donc, les données sont très importantes. Maintenant, si je reviens à votre question, c'est très difficile, hein, ça reste un défi quand même, un défi dans la collecte de toutes ces données probants en matière de planification familiale ou bien en matière de contraception chez les jeunes. Ce n'est vraiment pas facile d'obtenir ces données dont nous avons besoin parce que qui parle de données, comme on le sait très bien, parle de recherche approfondie. Et il y a des étapes également et processus à suivre en matière de santé. Par exemple, c'est faire des entretiens ou élaborer les questionnaires et enquêtes. C'est également, pourquoi pas, observer, concevoir également des enregistrements, des documents. Ensuite, faire des groupes de discussion, bien sûr, avec ces leaders religieux et terminer vraiment par des histoires orales en présence, bien sûr, de ces leaders religieux. Donc, cela vraiment reste un défi en matière de collecte de dons. Il y a de données autant pour moi. Il y a des données qui ne sont pas actualisées. Il y a des données qui ne sont pas actualisées jusqu'alors. Nous utilisons actuellement dans nos activités des données d'estimation. Vous voyez un peu des données qui sont juste estimées. Nous, notre rapport, je crois que c'est depuis 2013 que les données en matière de grossesse précoce, de taux de grossesse précoce et non désirée dans notre milieu, c'est depuis 2013, depuis le recensement dernier. Donc, il est très important pour pouvoir relever ces défis, que ces données puissent être actualisées, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau des organisations de la société civile et au niveau également des structures de jeunes, y compris les centres adéquats, les formations sanitaires qui offrent ces services pour que d'ici 5 ans, voilà, je ne vais même pas plus loin pour dire 10 ans, d'ici 5 ans, si on a besoin des données de 2022 en matière de santé reproductive ou du taux de prévalence contraceptive chez les jeunes, on puisse les trouver. Donc, ça reste vraiment un grand défi et nous avons du travail, nous avons du chemin également à faire. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, Madame Aeva. Madame Kenom, vous entendez le leader musulman qui a dit qu'au fur et à mesure, l'utilisation des données et des évidences s'est, on va dire, démocratisée, on va dire ça comme ça. Au niveau du Togo, ce n'est pas une chose évidente, puisque les données ne sont même pas actuelles, elles datent de 2013. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous estimez que l'information dans le cadre du dialogue communautaire particulièrement, l'utilisation des données de recherche soit quelque chose d'important ou bien on peut les contourner et faire autrement? Je vous remercie pour la question. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt Madame Aeva et le monsieur Pogo Ouedraogo de l'UNFPA. Je crois que nous avons la plupart du temps les mêmes soucis. Hein. Les données ici au Bénin ne sont pas actualisées à mon entendement parce que nous sommes des religieux et nous intervenons dans la communauté. Ce qui se passe, c'est que les données qui nous sont données peuvent être exploitées, mais ne reflètent pas à des dates plus avancées, ça ne reflète plus ce qui se passe au sein de la population. Alors, qu'est-ce que nous faisons nous utilisons comme méthode pour contourner la chose? Nous essayons de prendre des exemples au sein de la communauté. Lorsque nous allons dans les églises et que nous remarquons plus de femmes qui ont des enfants à bas âge et qui ont des difficultés à les entretenir, nous pouvons utiliser ces exemples-là du quotidien, de leur vécu quotidien pour pouvoir faire le plaidoyer. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de donner de gros chiffres, parce que la communauté à la base n'est pas forcément lettrée au niveau où il faut comprendre les pourcentages et autres. Donc, nous sommes obligés de prendre des exemples concrets au niveau de la société, de la population, pour montrer qu'il faut quand même décider de choisir une méthode contraceptive lorsque on n'a pas vraiment la possibilité de décider. Il faut quand même avoir l'appui des agents de santé et aussi du mari. Parce que lorsque vous parlez à des religieux et que vous ne parlez pas de la possibilité d'intégrer la relation d'homme à femme, c'est-à-dire l'habit de l'homme pour le choix de la contraception, c'est comme si vous les amenez à aller contre la volonté de leur mari et ça pose un vrai souci. Ceci dit,
les données sont indispensables, mais il faut faire un travail de fond et comme l'a dit le représentant de l'INFP, il faut des données qualitatives qui montrent le vrai visage des besoins de la population. Parce que pour faire un plaidoyer, on le fait. Mais lorsqu'on le fait, on suscite encore des besoins en matière de produits contraceptifs. Et il faut les satisfaire. Il faut vraiment les satisfaire. Et pour les satisfaire encore, c'est une autre paire de manches qui devient compliquée à faire parce que les produits ne sont peut-être pas disponibles, il faut faire retarder la patiente, etc. Donc, je pense qu'il y a un problème d'accessibilité et donc le plaidoyer basé sur les chiffres qu'on nous met à disposition, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kenom. Je réalise que donc, beaucoup plus que les données, c'est plus on va dire des réalités empiriques quand vous nous parlez d'illustrations que vous prenez dans la communauté pour dire aux gens, mais vous voyez, ça, ce n'est pas normal. Et il y a des situations, il y a des solutions pour faire autrement et donc proposer ces solutions-là directement. Tout à fait. Dans les communautés. Je salue également tous ceux qui sont connectés dans le chat. Nous avons des participants à poser. Finalement, nos États, il est vrai, faire des enquêtes, produire des études, avoir des chiffres, des données, est quelque chose qui coûte de l'argent. Nos États peut-être ne considèrent pas ça aujourd'hui comme une véritable, comment on va dire, priorité. Je voudrais me tourner vers donc, les partenaires techniques et financiers, vers l'UNFPA, pour demander à M. Ouedraogo si au niveau des organisations, parce qu'en général, moi, en tant que journaliste, quand je vais sur les pages des organisations, je vois qu'elles ont des chiffres. La Banque mondiale, UNICEF, UNFPA, etc., ont des chiffres. Est-ce que ces chiffres-là sont mis à la disposition réellement des communautés ou des acteurs de la société civile, etc., qui veulent agir? L'éducation de planification familiale, santé de la reproduction. Et est-ce que vous travaillez aussi avec l'État pour que ces données-là puissent être prises en compte en termes de planification, de prospective? Docteur Ouedraogo. Merci. Bon, c'est vrai que les gens, les organisations, les partenaires techniques et financiers, PTF, comme on dit en résumé, font l'effort d'avoir sur leur site web des données en y précisant souvent les sources. Les principales sources de données sont connues. C'est l'EDS, enquête démographique et de santé. C'est quelque part le mix, l'enquête multiple grappe, indicateur multiple par grappe. Et puis, vous avez de temps en temps, et récemment maintenant, PMA, la Performance Monitoring Action, là, qui est une forme d'utilisation aussi des aires de dénombrement d'un recensement de la population pour chercher à identifier une sorte de prévalence contraceptive au sein de la communauté. Donc, ce sont diverses sources de données. De ces sources de données, je pense que les organisations, et en particulier les PTF, n'osent pas utiliser ce qui n'est pas officiellement accepté. Il faut dire que nos institutions de statistiques sont souvent celles qui portent ces enquêtes ou alors des groupes, des cabinets spécialisés dans les enquêtes qui le font. Mixte avec UNICEF qui a déjà la structure bien outillée, huilée pour pouvoir mener cette enquête. Les autres, ce sont parfois des enquêtes ponctuelles. L'OMS fait SARA, qui est une enquête de la disponibilité et de l'accessibilité aux services de santé et qui donne aussi des résultats. Premièrement, pour toutes ces enquêtes, la partie nationale, le gouvernement est au courant. Deuxièmement, l'utilisation de ces données, c'est pour notre propre programmation le plus souvent. Selon MIX 2000X, selon EDS 2000Y, voilà le taux de prévalence dans telle région. Sinon, c'est globalement pour le pays qu'on prend et on conclut que dans le pays, la prévalence contraceptive est basse. Ou bien qu'on va prendre une enquête, un recensement d'il y a peut-être un peu moins de 10 ans ou 10 ans pour dire
Voilà, le taux de fertilité parmi les filles de 15-18 ans est de temps, alors que la réalité actuelle a changé. Donc, je crois qu'on a un sérieux problème avec les données, pas parce qu'elles n'existent pas, mais leur utilisation. Rarement, nous allons avec les mêmes données que nous publions sur nos sites au niveau des communautés pour en parler et obtenir une sorte de validation, si je peux utiliser ce mot ici, pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages. Comment traduire en Bambana qu'une femme a en moyenne pendant sa vie reproductive à 6,4 enfants pendant cette période-là? Vous allez le dire 6 enfants ou 7 enfants. Donc ça, ce sont des petits détails, mais qui montrent comment la complexité de traduire nos données dans les langues pour que ça fasse du sens n'est pas une évidence. Deuxièmement, même si ça fait une évidence, si vous allez quelque part au niveau de certains leaders communautaires dire, bon, en moyenne, vos femmes font 7 enfants pendant leur vie productive active, ils vont vous dire quel est le problème. C'est-à-dire qu'il y a les données, mais ça ne suscite pas le même intérêt ou la même inquiétude au niveau de vos interlocuteurs. Parfois, on laisse tomber ça pour avancer dans la programmation. Bref, je pense que ça devient assez complexe pour qu'on puisse conclure facilement que, bon, ben, on peut utiliser les données aussi facilement au niveau des communautés. Les projets se mettent en place. Après, on va faire les mêmes types d'enquêtes pour conclure qu'on a amélioré l'accessibilité ou la prévalence contraceptive, mais on n'a pas encore résolu le problème parce qu'il restera toujours une marge de personnes qu'on ne pourra pas toucher. Par le passé, dans l'histoire africaine, vous savez bien que aller compter la population d'un village ou d'une région, c'est une provocation. On refuse. Aller dire à tel grand-père, quelqu'un de bien assis dans son village, vous avez fait beaucoup d'enfants, il faut arrêter d'en faire. Ça, c'est une bagarre également que vous cherchez. Ces sentiments, cette mentalité n'est pas encore déracinée. Donc, nous sommes là encore en train de faire des choses en oubliant que le fond, c'est du feu qui, au-dessus, ne brûle plus de la flamme, mais qui a encore des braises ardentes en dessous. Voilà l'image que je pourrais donner pour l'utilisation des données au niveau des communautés. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dr. Koudaogo. Merci beaucoup. On va se tourner vers la salle. À présent, ceux qui souhaitent poser des questions, vous pouvez lever la main ou poser la question directement dans le chat, de sorte à ce que nos panélistes puissent les recevoir et y répondre. Je lis ici que les modules de formation des pères éducateurs et des sages-femmes doivent être revus pour prendre en compte l'aspect de collecte des données qualitatives, parce que c'est vrai que ce sont eux qui sont sur le terrain pour faire face à des questions d'effets secondaires, sur la question des effets secondaires des produits de planification familiale qui avaient été évoqués tout à l'heure, et la gestion de la discussion sur l'APF avec les leaders religieux. C'est M. Alouseni Traoré qui l'écrit. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Levez la main, on vous donne la parole. Alors, M. Ousmane Ouedraogo, vous avez la parole. Allô, oui, bonsoir, on m'entend? Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, Ousmane Ouedraogo et l'ONG Burkaso, Burkina Faso. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, je pense que Koudaogo a été on ne peut plus clair là-dessus. L'importance de l'utilisation des données probantes dans nos politiques et nos programmes n'est plus à démontrer. Et je pense que pour la société civile, aussi bien pour les analyses contextuelles que le développement de nos plans de plaidoyer avec tous les outils que nous avons vu circuler un peu dans la sous-région, PAI, tous les partenaires qui nous ont accompagnés, c'est un peu basé sur l'exploitation des données probantes. Mais les difficultés, c'est quoi? C'est beaucoup plus la question de la caducité de ces données. Nos EDS sont des vieilles EDS et on a de la peine dans nos pays à répliquer ces EDS-là.
Et il y a aussi la question de l'incapacité souvent chez les acteurs à pouvoir exploiter donc ces données. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas formés dans l'exploitation des données probantes. Donc, je pense qu'au niveau du Burkina, on avait essayé à travers certains programmes et soutenus par l'Option à l'époque pour renforcer les acteurs dans l'utilisation des données probantes pour accompagner les programmes. Et il y a aussi la question de l'autre défi, c'est au niveau de la gouvernance donc, de ces données. La question de la transparence pour ce qui concerne les données. Et je pense que, comme Koudago l'a dit, il faut qu'on encourage aussi les pays, la partie publique, les partenaires à publier et à mettre sur les sites certaines données qui sont vraiment des outils de travail pour nous, les acteurs de la société civile. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est un peu l'importance aussi des données probantes dans le suivi des engagements. Et dans la sous-région du partenariat de Ouaga, je pense que Bourema du Burkina pourra mieux revenir là-dessus. Nous avons eu recours donc aux données probantes à travers des outils comme le motion tracker pour faire le suivi des engagements donc, nationaux et aussi des audits sociaux pour interpeller donc, les politiques. Donc, voici en gros un peu l'utilisation que nous faisons donc, des données probantes au niveau du Burkina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ousmane Ouedraogo, pour cette intervention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a des novices comme nous dans le truc, c'est quoi le motion tracker? Allez-y, M. Ouedraogo. Le motion tracker, c'est un outil en fait qui a été développé par une ONG en Ouganda que nous appelons Shamasha, et à travers le partenariat avec l'unité de coordination et du partenariat de Ouagadougou, et on a pu mettre cet outil à la disposition des acteurs de la société civile. L'outil consiste tout simplement à mettre un mécanisme au niveau donc des pays et concerté et inclusif qui met en fait tous les acteurs donc en action pour pouvoir suivre périodiquement l'évolution de la mise en œuvre donc des engagements pris dans le cadre du partenariat de Ouaga et du FP 2020, FP 2030 actuellement dans les pays donc du partenariat de Ouagadougou. D'accord, très bien, bien compris. Merci beaucoup. Il y a monsieur ou madame Kimat ou Kimaté qui demande la parole également. Ok, merci beaucoup. Je suis bénédiction Kimaté de Goma en RDC. Et effectivement, nous travaillons sur la question et j'ai aimé vraiment les échanges qui ont été développés. Et néanmoins, parmi surtout l'activité et puis la question communautaire par rapport aux données communautaires et surtout liées par rapport aux résistances, nous avons senti vraiment une réelle présence des normes sociales et pratiques religieuses, parfois qui limitent l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive, y compris tous les services de prise en charge. Alors, ma question, c'est justement discuter sur quelles sont les approches qui essaient un peu d'aborder les normes sociales pour déclencher un processus de changement afin de briser un peu les barrières par rapport à l'accès aux services de prise en charge. Voilà un peu ma question par rapport à ça. Je ne suis pas sûre de vous avoir bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, ma question, c'est... Là, vous me suivez? Oui. La question, c'est par rapport aux approches, peut-être par rapport aux partenaires. Quelles sont les approches clés pour aborder les questions des normes sociales qui limitent un peu l'accès aux services, surtout pour les jeunes, aux services de santé sexuelle et reproductive? Et là, je suis en train de voir un peu la dernière intervention où la personne qui est intervenue a parlé un peu de l'ancrage des normes, dans l'ancrage des cultures qui essaient vraiment de, disons quoi, de diaboliser un peu le débat sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, ma question, c'est de voir, c'est vrai, on peut agir au niveau structurel, au niveau des politiques, mais au niveau communautaire, quelles sont les approches clés pour aborder les questions des normes, des transformations des normes sociales? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi l'inspiration me vient de poser la question au cher, parce que lui, justement, en dehors de sa casquette de leader religieux, il est aussi un acteur communautaire. Et donc, comment est-ce qu'on dépasse les freins culturels pour réussir à parler de ces questions-là et casser la barrière du tabou culturel, en fait? Merci beaucoup, M. Bénédiction Kimaté, pour cette question. Merci. Question donc au cher et je demanderai aussi au docteur. Oui, allô, madame. Oui, cher, allez-y. S'il vous plaît. Allô, madame. Oui, on vous écoute.
Est-ce que vous êtes là, cher? Votre micro est coupé, Allô, cher. je suis là. Voilà, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. maintenant vous m'entendez? Oui, on y va. Vous m'entendez? Oui, on y va, on vous entend, cher. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. D'accord. OK, en ce qui concerne les pratiques socio-culturelles, vraiment en Afrique, on ne peut pas s'en séparer. Mais faire un plus, pouvoir faire un effort afin de pouvoir les éradiquer est très important. Alors, en ce qui concerne les pratiques de face par rapport à l'utilisation de contraceptifs, aussi en interrelation avec la sexualité des jeunes, je pense que c'est quelque chose qui est très sensible en Afrique. Et si elles sont très sensibles, disons qu'elles sont dues aux différentes positions des cultes, c'est-à-dire quand je dis des cultes, ce sont les confessions religieuses, aussi par rapport à nos mythes. Si aujourd'hui la religion en a sa responsabilité, je pense que même les mythes en ont. Alors dans ce cadre-ci, je pense que ce qui peut être très important, c'est de pouvoir attirer l'attention des gens par rapport aux différentes mauvaises interprétations des textes religieux, et puis voir aussi, tel qu'a dit Marlene, moi je vais au contraire de ce qu'elle avait dit, parce que pouvoir dire à une personne, tel qu'a dit le représentant de l'UNFPA, pouvoir dire à une personne que tu engendres beaucoup, n'engendre pas, c'est vraiment attaquer quelqu'un en Afrique. Mais pouvoir lui prouver par A plus B, dans un domaine scientifique, que ce qu'il porte, ce qu'il porte comme perception est néfaste, je pense qu'il sera très important de le faire. Alors, d'une manière ramassée, les leaders religieux ont un rôle très important à jouer, parce que nous, notre rôle, c'est quoi? C'est le changement des comportements. Et le changement de comportement, je l'ai dit précédemment, il est de longue haleine, mais cela n'empêche pas, d'indexer cela à travers nous, notre rôle que nous devons jouer, qui est premièrement de former, d'informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer. Et pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut joindre l'utile à l'agréable, c'est de pouvoir lier les efforts des traditionnels, des coutumiers et des religieux ensemble afin de pouvoir couper l'avion de ce mot qui est la mauvaise perception par la science concernant ces pratiques. Alors, je pense qu'il est très important de dire que le rôle de religieux est incontournable. Alors, pour pouvoir aussi en parler beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont lien avec ce dire. Ousmane en a un peu évoqué les statistiques. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu parles de statistiques, il sera plus fiable de t'accepter que quand tu parles d'une tradition ou bien un mythe que vit une communauté. Parce que quand tu parles sur ce temps-ci, certes, la communauté va te dire que tu es venu à l'encontre de ce que nous pratiquons. Mais quand tu vas dans un cadre scientifique palpable pour dire que, voilà les conséquences de cet acte, je pense que la société peut l'accepter. Mais pouvoir aussi faire accepter à la société ce que la science moderne dit, il sera un peu difficile, mais grosso modo, pour en finir, je pense qu'il est très important de voir cette question des mythes, cette question des cultes et de confession dans le cadre de la lutte contre le mariage d'enfants, la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre n'est-ce pas, la grossesse rapprochée. Alors, ne mettons pas aussi l'importance d'évoquer l'utilisation de contraceptifs modernes, parce que là, c'est un problème. Dès que vous parlez à une personne qui est dans un endroit un peu éloigné, il te dira que moi, j'ai mes pratiques traditionnelles à moi. En quoi la religion ne s'est pas impliquée? Toi, tu vas me parler de la science moderne. Alors, il est très important ici de faire la genèse des choses, de pouvoir non seulement appeler à l'utilisation des contraceptifs modernes, mais aussi de pouvoir, s'il y a possibilité, faire la jonction entre les méthodes traditionnelles, les méthodes modernes et les positions de religion par rapport à cela. Quand on prend l'islam, à titre d'exemple, quelqu'un en a évoqué, j'ai vu dans une question, quelles sont les limites? Alors, les limites de ce que font les religieux, les limites-là peuvent être scindées à la cause de l'utilisation, les causes de l'utilisation, les méthodes utilisées et pourquoi les utiliser.
Quand on prenait en islam, c'est ça. Et quand tu le développes, tu verras que tu auras 4 ou 5 points qui sont très importants parce que, premièrement, donc, la partie du conjoint, c'est-à-dire la concertation, la cause de l'utilisation de cette contraceptive qui ne peut être qui ne doit pas être dans un cadre de limitation de naissance. Aussi, bien d'autres deux positions très importantes qui sont là, qui ont un lien avec la foi. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon le temps ne va pas nous suffire. On verra peut-être prochainement. Oui, très intéressant. Merci beaucoup, cher. C'est très instructif ce que vous nous dites. Je voudrais me tourner maintenant vers le docteur Ouedraogo, parce que cette question peut également vous être adressée. Comment casser les tabous? C'est même au-delà de ça, comment déconstruire les normes sociales qui ne sont pas forcément dans le sens de l'atteinte de l'objectif, et quels sont est-ce qu'il existe des exemples, puisque vous êtes à UNFPA et que c'est un travail que l'UNFPA fait depuis longtemps, est-ce qu'il existe des exemples de réussite ailleurs en Afrique qui pourraient, par exemple, être dupliqués dans les pays qui nous intéressent? Docteur Ouedraogo. Merci beaucoup. Pour ma petite expérience, je ne connais pas d'expérience où on a pu déconstruire les normes sociales et qui nous amènent facilement à avancer allègrement vers l'acceptation ou l'utilisation à bonne échelle de la contraception. Ce que je peux dire, c'est que justement, qui dit normes sociales dit des interventions qui s'inscrivent dans la durée. Nous voulons des projets de 5 ans. Vous ne pouvez pas changer des normes sociales en 5 ans. C'est des choses qui se sont établies au fil de l'histoire, des siècles. Pour faire des changements, il faut le choc qui permet de le faire. Et là, on n'a pas encore trouvé la bonne méthode. Soyons vraiment réalistes. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un que ne pas avoir une grande famille est quelque chose qui soit bien pour lui, quand lui-même, il n'arrive pas à mesurer les retombées bénéfiques sur lui-même et sa famille. Quand vous dites, par exemple, bon, avec beaucoup d'enfants, il y a eu de très bonnes images, de très bonnes publicités. Je me rappelle une des années 70 au Sénégal. C'était que les gens essayaient de montrer dans un couple qui avait 2 enfants, les enfants se partageaient la miche de pain en 2 le matin. Mais plus le nombre d'enfants augmentait, plus il fallait la même miche la diviser en 3, en 4 et la portion devenait congrue. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un tilt dans la tête des enfants aussi bien que des parents. Soit vous doublez le nombre de miches pour qu'ils puissent manger et aller à l'école, ou bien vous faites moins de bouches à nourrir. Donc ça, c'était un exemple de comment on est allé au fond de la bonne compréhension du problème pour essayer de chercher des solutions et faire le lien avec la pratique de la contraception. Mais si on ne s'inscrit pas dans la durée, si c'est un projet qui est là pour 3-4 ans et on fait des rapports, on multiplie nos abstracts pour présenter dans les conférences, je suis désolé, mais on tournera encore pendant longtemps de cette manière-là. Donc, il faut qu'on se méfie de vouloir changer les normes comme ça. Qu'est-ce que nous présentons comme gain aux populations auxquelles nous proposons des changements de comportement? Parce que nous venons tout à fait des gens de bonne moralité, disposés à aider, mais la manière n'y est pas. Il faut accepter que nous travaillons étroitement avec des ethnologues, des anthropologues, des sociologues rompus aux enquêtes qualitatives au sein des communautés, qu'on y identifie, pas seulement des key informants, parce que key informants, c'est de manière opportuniste trouver des gens qui vont vous donner les informations, mais trouver les personnes qui connaissent les ficelles qui tiennent la société, ce n'est pas évident. Pourtant, les sociologues, les ethnologues et anthropologues savent s'y prendre. Mais si on en fait une affaire de santé, de médecin, on ne trouvera pas de solution. Je suis docteur Ouedraogo, médecin, mais je sais que sur ce plan-là, il nous faut encore de meilleures alliances pour que nous puissions aller quelque part qui fasse du sens. Tant que nous n'allons pas approcher les communautés. Un exemple que j'ai entendu hier, c'est que quelqu'un nous dit,
on dit au chef, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec les agents de santé communautaire qui viennent ici faire la promotion de l'APF? Oui, mais nous, on les voit, ils viennent, ils ont leur sac, ils circulent, ils utilisent les haut-parleurs, et après, les gens ne sortent pas, ils s'en vont là-bas, ils se retrouvent, ils distribuent de l'argent, des per diem. Et eux, ils sont toujours là, et qui n'ont pas pu être consultés, et en qui les populations font foi. Si je suis dans un village, j'écoute prioritairement mon chef de village. Mais si tu es un jeune agent de santé communautaire, ce n'est pas parce que tu as fait le tohu-bohu que je sors. Si ça concerne le chef de village, ça peut mettre en jeu ma vie, la vie de ma famille. C'est là où je sortirai. Pas pour dire qu'il faut aller utiliser les chefs de village, mais penser aux relations que nous devons établir au sein d'une communauté pour pouvoir vraiment espérer changer une quelconque norme. Les gens changent lentement, mais c'est à nous de trouver les filons par lesquels il faut passer pour changer. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais vous garder, Dr. Ouedraogo, je pense avec ça qu'on va terminer avec vous, pour parler de l'éducation sexuelle complète à l'école, qui est quelque chose que beaucoup de pays mettent en place. Au Mali, ça a capoté parce qu'il y a eu une opposition autour. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous estimez être un bon moyen aussi pour que les jeunes, donc la tranche d'âge la plus basse, puissent avoir accès aux informations et voir aux données dès le plus jeune âge et construire justement une compréhension, une culture même, je dirais, du choix en ce qui concerne la santé de la reproduction et la planification familiale plus tard. Personnellement, je crois à l'éducation sexuelle complète, entendue dans le sens où elle est vraiment complète et embrasse différentes thématiques qui sont interliées. Si nous la percevons dans ce sens, c'est plus facile à gérer. Lorsqu'on dit éducation sexuelle et que c'est réduit à l'acte sexuel, c'est là l'échec. Et comment le faire? Je pense que les Béninois peuvent donner des exemples. Au Bénin, nous avons essayé, quand j'y étais comme rep, de le faire avec le ministère de l'Éducation, de l'enseignement secondaire, d'élaborer des modules avec leur institut de formation de recherche pédagogique pour que cela soit expérimenté d'abord à petite échelle et ensuite porté à plus grande échelle. Je pense que quand on a une démarche méthodologique rigoureusement scientifique, ça peut marcher. Ils se sont appuyés beaucoup aussi sur le guide publié par l'UNESCO depuis les années, je ne sais pas combien, pour que cela se fasse. Il faut qu'on se dise, il n'y a pas de société qui se reproduit sans la sexualité. Mais réduire l'éducation sexuelle à l'acte sexuel est une erreur. C'est pourquoi moi je crois qu'il faut que nous puissions vraiment expliquer. Pour que les filles et les garçons ne fassent pas des enfants, j'allais dire n'importe comment, il faut qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Quand le garçon commence à avoir une voix qui change, ce sont des phénomènes normaux à un certain âge. Mais à quelle occasion la société s'organise pour donner? On va vous remonter à d'autres types de regroupements, comme pour la circoncision ou l'excision dans le temps, ce qui sont des choses à bannir, mais ce sont des regroupements qui permettaient à des personnes âgées de donner un discours à ces personnes-là. En Casamance, ils ont des choses qu'ils font dans la forêt, ça reste secret et toute la génération garde ce secret pendant longtemps. Donc, c'est quelque part, il y avait des mécanismes par lesquels des messages clés peuvent passer. On a déconstruit et on n'a pas construit. Et c'est surtout ça qui fait peur. Voilà, on n'a rien construit à la place. Ça fait peur aux personnes qui sont les leaders dans les communautés de voir des gens qui arrivent, qui veulent déconstruire sans rien proposer. Donc, en résumé, proposons aux gens les gains quand ils vont abandonner une pratique. 2, par quoi on va remplacer, qu'ils ne leur fassent pas perdre leur identité et leur personnalité. C'est un peu ça que j'allais résumer en réponse à la question. Merci beaucoup. L'éducation sexuelle complète, c'est très important. Il suffit de l'adapter à l'âge et aux perceptions qu'on a dans la société. Il ne faut pas commencer par insister déjà, dès vos premiers modules, sur homosexualité. Les sujets contentieux, vous les mettez de côté, mais on peut parler de sexe sans parler des orientations sexuelles. Il faut déjà
donner la liberté aux jeunes enfants de grandir pour qu'il n'ait pas de maille à prendre avec leurs parents. C'est un peu ça que je veux dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Je voudrais faire réagir, ce sera sa dernière prise de parole aussi, M. Aliou Diop, puisqu'il est sur le terrain, il met en œuvre des activités, il est en contact avec les communautés sur cette question d'éducation sexuelle et de ces cadres qui existent endogènes dans nos communautés et comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la manière moderne de faire pour que les communautés en aient accès aux informations tout en ayant leur pratique puissent permettre aux jeunes, aux femmes et aux communautés entières d'avoir les bonnes informations. Monsieur Aliou Diop. Oui, merci pour cette question qui est vraiment importante. Nous, en Mauritanie, la parade qu'on a trouvée, on l'appelle éducation à la vie familiale. En fait, dans nos communautés, bien qu'on est dans un monde globalisant, il faut savoir adapter en fait nos politiques aux réalités et savoir notre objectif, le besoin qu'on a pour ne pas avoir l'effet contraire de l'objectif qui est escompté. Donc, en associant différentes parties prenantes, dont les leaders religieux, les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation, on va d'abord dans la clarification des concepts, la clarification des valeurs avant d'aller développer une méthodologie ou une stratégie qui est globale. Comme a dit tout de suite le représentant, il faut aussi éviter les sujets qui fâchent et il faut aller vers véritablement le besoin d'information, d'encadrement et de service de ces jeunes et de ces enfants et qui est adapté, si vous voulez, à notre contexte et progressivement mettre en place un paquet vraiment d'activités de services qui est culturellement accepté, mais qui répond véritablement à ces besoins. Donc, nous, en tant que société civile, en Mauritanie, nous privilégions toujours la prise en compte de cette situation. Il faut pour nous avoir vraiment des stratégies qui tiennent compte de la réalité et l'objectif étant d'améliorer en fait le bien-être des populations et d'avoir un changement de comportement sur des pratiques et des attitudes qui sont néfastes à la santé. Donc, c'est ça notre démarche, c'est ça notre position qu'on fait. D'autant plus que le pays où je suis, c'est une république islamique, donc il y a une religion et toutes ces questions-là, il y a une sorte de d'accord, tout le monde sont d'accord ou sont opposés, en tout cas de façon publique. Tout le monde sont d'accord sur un certain nombre donc, de comportements et d'attitudes à avoir par rapport à la sexualité. Même si dans la pratique, il ne faut pas aussi esquiver. La pratique, elle est autre, mais pas de façon publique. Donc, il faut y aller dans le respect vraiment des normes et des valeurs qui sont de la société et de la communauté pour ne pas avoir l'effet contraire de l'effet escompté. Même dans votre introduction, vous l'avez un peu dit tout de suite par rapport au Mali, par exemple, il y a eu des réticences. C'est peut-être parce qu'on n'a pas pris en compte cette dimension très tôt et que le projet n'a pas pu aller donc jusqu'à terme. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ce sujet. Merci. Merci beaucoup, M. Diop. Je vais donner la parole à Mme Aïeva pour son mot de conclusion. En 30 secondes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et ensuite, ce sera Mme Kienon. Alors, merci beaucoup pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir partager également l'expérience du Togo sur les données probantes. Également, j'invite également tout un chacun à nous soutenir toute la jeunesse africaine pour qu'on puisse ensemble relever les défis en matière de santé de la reproduction et que nos aînés également puissent prendre en compte les problèmes spécifiques des jeunes, toucher le problème profond des jeunes en matière de santé reproductive afin qu'on puisse également atteindre les objectifs du développement durable, la vision à l'horizon 2030 qu'on s'est donnée. C'était un honneur pour moi et à nous revoir. Merci beaucoup. C'était un honneur pour nous de vous avoir. Merci beaucoup, Madame Aïeva. Et je rappelle, et Dr Ouedraogo le disait très bien, que cette jeunesse-là, il faut encore l'éclater en plusieurs tranches d'âge. Et on parlait tout à l'heure de l'adaptation au message à la communauté.
mais aussi l'adaptation du message aux personnes à qui il est adressé. Et donc, à ces jeunes-là, on ne parle pas de la même façon de SR à un adolescent de 12 ans qu'à un autre de 15 ou à un jeune adulte de 21 ans. Donc, effectivement, à prendre en compte également tout cela et continuer à travailler avec. Merci à M. Faye, Moustapha Faye, qui nous écrit depuis Laval, je crois que c'est au Canada. Je termine donc avec Madame Kenom pour son dernier mot, pour conclure cet échange. Merci à tout un chacun de vous, chers panélistes. Merci à Madame Dalmeida. Et je souhaite d'abord exprimer ma satisfaction par rapport à ce webinaire, parce que ça nous a permis d'échanger suffisamment, mais il faudrait comprendre que par rapport à la population, notre premier devoir en tant que communauté, c'est d'abord d'établir une relation de confiance, parce que la population vers qui nous allons vous parler, à travers nos versets bibliques et d'autres documents religieux, nous devons d'abord les mettre en confiance, parce que la population est confrontée à une situation de changement et de valeur. Et aujourd'hui, demander à une personne de changer radicalement tout de suite, c'est pas évident. Donc, c'est tout un processus et je souhaiterais vraiment solliciter l'engagement de tout un chacun de nous à faire ce travail de longue haleine. Les réalités et les résultats seront au bout de nos efforts et ensemble, je suis convaincue que nous gagnerons. Merci. Merci beaucoup, madame. Je voudrais remercier chacun de nos panélistes pour cet échange de très grande qualité. On a beaucoup appris et on a eu une compréhension améliorée de ces questions de collaboration entre les leaders communautaires, leaders religieux, les jeunes et les autres partenaires, mais aussi sur les défis que cela représente encore aujourd'hui, et en particulier, puisque c'était le thème de notre discussion, sur l'utilisation des données et des évidences scientifiques comme base de l'argumentaire et du plaidoyer au niveau des différentes actions que vous menez. Ce qu'on retient en tout cas, c'est qu'il y a indispensable de faire, d'harmoniser les actions, de comprendre également que l'on arrive avec une perspective de changement de comportement, surtout, Madame Kenom l'a dit tout à l'heure, de changement de valeur, parce que les constructions sociales et culturelles sur des siècles, des millénaires même, se sont faites sur la culture, sur les traditions, sur les religions ensuite. Et donc, déconstruire cela, ou en tout cas, utiliser les bons côtés pour déconstruire des stéréotypes, des tabous, corriger les idées fausses et amener à aller dans le sens d'un changement positif est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Travailler également à avoir des données de qualité, non seulement de qualité, mais aussi disponibles à temps, parce que comme les uns et les autres l'ont dit, il ne sert à pas grand-chose d'avoir, pour des actions à planifier en 2022-2023, encore des données de 2013 ou de 2014. Donc, peut-être aussi, dans le plaidoyer, introduire une action au niveau des États pour que ces États, les gouvernants, considèrent les données comme de véritables outils de travail et investissent dans leur mise à jour régulière, de sorte à ce que les acteurs puissent avoir du matériel de qualité à utiliser sur le terrain. Ouvrir la porte au dialogue inter- et intra-religieux est quelque chose d'extrêmement important. Permettre aussi aux jeunes d'avoir accès aux informations, qu'elles soient sur le plan religieux ou sur le plan scientifique, avec les évidences dont on a parlé tout au long de ce webinaire. Merci à chacune et à chacun. Merci à tout le monde pour ce panel, encore une fois, très, très instructif. Je lis les commentaires dans le chat et je crois que la cinquantaine de personnes qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous est satisfaite de notre rendez-vous du jour. Le prochain, ce sera le 29 mars
Le prochain, c'est le 29 mars. Et il va être question de renforcer la position des dirigeants communautaires en tant qu'alliés en faveur d'une utilisation continue des méthodes contraceptives chez les jeunes. Et je pense que c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous, ayant eu maintenant l'eau à la bouche à travers les différents échanges et webinaires précédents, serait intéressé de participer et j'espère que vous serez tout aussi nombreux. N'oubliez pas, dans le chat, il y a des liens vers différentes présentations que vous pourrez retrouver et continuer à nourrir la réflexion avec ces différentes informations. Je vais à nouveau remercier nos panélistes, le docteur Koudaogo Ouedraogo, représentant résident de l'UNFPA en Centrafrique, Cheikh Oumarou Mahaman Bachir, j'y arrive, président de l'Alliance des religieux de l'Afrique de l'Ouest pour la santé et le développement, président de l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire. Merci infiniment, Madame Marlène Wanita Kenom, présidente de l'ONG Allo Bénin et chargée adjointe de la formation de la mobilisation sociale au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagée pour la promotion de la santé au Bénin. Et merci à Madame Ayat Ayeva, jeune ambassadrice SRPF au Togo, Monsieur Aliou Diop, président de l'Association des gestionnaires de développement et agent coordonnateur de la mise en œuvre des activités du projet PASS en Mauritanie. Et je ne pourrais conclure sans dire merci à la formidable équipe du PRB, merci à Knowledge Access et merci à vous tous de m'avoir permis de partager cet échange avec vous. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et bon succès à vos actions.